Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Jean Dorido, Anne Mazoyer. Selon Lloyd Austin, le secrétaire américain à la défense, l'Ukraine est en mesure de gagner la guerre contre la Russie à condition d'y croire et d'avoir les bons équipements, le bon soutien. Une déclaration qui intervient alors que les USA, la France et la Pologne ont accéléré leur livraison d'armes. Nous sommes en compagnie du général Jean-Marc Maril, général seconde section. Bonsoir mon général. Bonsoir monsieur, ravi d'être sur votre radio. Et toujours un plaisir de vous avoir. Est-ce que les propos du secrétaire américain à la défense, c'est de la méthode Coué ou c'est la vérité? C'est une question difficile. Très mais difficile. Une bonne question. Une excellente question. Ce que je pense, c'est que, et je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, je pense, lors de votre émission, c'est que l'effet majeur des généraux russes, c'est le sud, dans un premier temps, et avec une extension ensuite vers l'est. Donc, Mariupol était la dernière place à prendre. Ils l'ont quasiment prise. La résistance dans l'usine, c'est de l'ordre du symbole. Les symboles sont importants, mais ce n'est qu'un symbole. Donc, ce qui s'est passé au nord, vers Kiev, c'était une manœuvre initiale, peut-être. Ils espéraient qu'ils soient accueillis en libérateurs ou qu'il y ait une faible résistance. Ils ont très vite été détrompés. Et à partir de ce moment-là, ce qui s'est passé aux alentours de Kiev, compte tenu des forces engagées, c'était une manœuvre plus de diversion que l'axe d'effort essentiel des Russes. Donc pour la tactique russe, je pense que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment évolué et qu'ils sont en train d'appliquer le plan initial. Jean Dorido. Oui, non, j'aurais une question pour notre invité, parce que j'entends ces propos là qui sont rapportés, qui parlent d'envisager que l'Ukraine puisse gagner la guerre. Je serais curieux d'avoir votre avis d'expert. Je suis d'une génération qui a été élevée vraiment. Alors j'ai eu la chance de faire l'armée, pour le coup, je fais partie de cette génération-là aussi. Toutefois, je fais partie de ces Français qui ont été vraiment éduqués dans l'idée que personne ne gagne une guerre, c'est perdant-perdant. On a connu la guerre de 14, tout le monde a perdu, des millions de morts côté allemand, côté français, pour enrichir les marchands de canons. Moi, mes enseignants, me disaient ça quand j'étais enfant à l'école. Et donc et là j'ai le sentiment que c'est ce qui se passe dans ce conflit russo-ukrainien. Tout le monde perd. On a une armée russe, ce sont des appelés qui sont en train de se rendre coupables de crimes de guerre. C'est absolument effrayant. L'Ukraine, n'en parlons pas. Tout est dévasté. J'ai l'impression que c'est vraiment perdant-perdant. Et j'aimerais avoir votre avis, savoir à quoi ça pourrait ressembler une victoire ukrainienne ou même russe, là, au point où on est le conflit aujourd'hui. Général Maril. C'est aussi une excellente question. Il est clair c'est un principe chez les vraies voix, vous savez. J'ai remarqué. C'est comme au rapport, on a toujours les Rangers bien cirés, c'est pareil. Non, ce que je crois, c'est qu'effectivement, déjà, l'Ukraine a énormément souffert. Et quel que soit le résultat de la guerre, elle aura beaucoup perdu, elle aura eu nombre de villes détruites, elle a certainement beaucoup de morts. Et donc, déjà, de ce côté-là, au-delà de la reconnaissance internationale de l'Ukraine par les nations occidentales, l'importance médiatique qu'a pris le président Zelensky, ça, ce sont des victoires. Mais concrètement sur le terrain, il y a une forte chance que les Russes parviennent à avoir la partition qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire que les zones russes soient détachées d'une manière ou d'une autre de l'Ukraine, et là, ça serait une victoire russe. Maintenant, est-ce que le jeu en valait la chandelle de la part des Russes? J'en suis pas persuadé. Anne Mazoyer. Alors, mon général, merci pour toutes ces précisions. Je partage vraiment cette vision parce que nous avons d'abord un bureau à Varsovie et deuxièmement parce que nous avons des liens avec un certain nombre de camps de réfugiés et un certain nombre de partenaires qui vont sur le terrain. Mais ce qui est évident, c'est que dans cette histoire, ça a été un immense alibi parce que finalement, c'est une guerre fratricide, mais c'est une guerre fratricide au nom des antagonismes profonds qui existent entre les États-Unis et la Russie, et que la Russie avait besoin
Ça a commencé avec la Crimée en 2014, et personne n'a bougé quoi que ce soit à ce moment-là. Il faut quand même le reconnaître. Tout le monde a tourné la tête de côté. Mais ils avaient besoin de réaffirmer leur pouvoir et de réaffirmer la façon dont ils considèrent que la zone finalement de tous ces pays reste quand même sous leur contrôle, d'une manière ou d'une autre. Alors, il est vrai qu'ils ont certainement mal évalué la situation avec les Ukrainiens, certainement, mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que je pense malheureusement que ça sera une guerre cette fois-ci qui se terminera au profit d'une certaine manière de la Russie, même si son image est dégradée pour les 30 ans à venir, avec toutes les exactions et tous les crimes de guerre et probablement toutes les sanctions qui vont, je l'espère, continuer à être prise par les différents pays, mais il est certain que la négociation ne pourra pas se faire autrement. Je ne vois pas comment la Russie pourrait aujourd'hui désescalader, mais il faut être complètement naïf pour penser ça. C'est impossible. Et qu'on aide l'Ukraine, c'est une chose, peut-être à accélérer le processus de négociation. Du reste, le président ukrainien a demandé à rencontrer Vladimir Poutine. C'est la première fois en plus de 60 jours de guerre. Donc ça veut bien dire qu'il sait très bien qu'il arrive au bout du bout et que malgré les aides qu'on pourra lui apporter, qui pourront sans doute faire avancer, je dirais, la situation d'une certaine manière. Personnellement, je ne vois pas comment la Russie, qui est quand même un pays extrêmement important et qui continuera de l'être sur l'échiquier géopolitique, pourrait reculer au point de laisser tomber la perspective première qui était la sienne et qui était celle d'annexer une partie du Donbass et je dirais de toute cette frange. Après, vous êtes l'homme de l'art et peut-être n'avez-vous pas la même vision. Général Maril. J'ai tout à fait cette vision-là. Je pense que l'Ukraine doit être suffisamment forte pour pouvoir contenir ce qui se passe à l'est de l'Ukraine, pour pouvoir être en position de négocier avec une certaine force militaire et avec un objectif qui serait que continuer la guerre deviendrait très coûteux ou trop coûteux pour les Russes. Donc c'est bien que l'Ukraine soit armée, c'est bien que l'Ukraine se défende, c'est bien que l'Ukraine arrive à faire en sorte que ces forces aient une certaine crédibilité sur le terrain. Mais je pense que ce qui s'est passé au sud, l'essentiel de l'aviation russe s'est engagé au sud, l'essentiel de la bataille en fait s'est engagé au sud et depuis un bon moment. Je pense qu'effectivement les forces ukrainiennes ont beaucoup souffert et que ce qui est en train de se faire, c'est de tenter d'alimenter suffisamment en armement les Ukrainiens pour qu'ils puissent avoir une ligne de front qui reste cohérente. C'est comme ça que je vois la situation, mais j'ai pas de renseignements extrêmement fins dans ce domaine-là. Je suis comme tout le monde. Mais c'est comme ça que je l'interprète. Françoise Degois. Juste pour un rectificatif par rapport à ce qu'a dit notre amie Anne, c'est pas l'indifférence générale. La Crimée, 2014, provoque le premier train de sanctions, et sanctions très lourdes sur la Russie. Il est facile de dire que ces sanctions n'ont pas vraiment d'effet. C'est vrai qu'elles en ont eu pour l'Iran, pour l'Afrique du Sud, les sanctions. C'est vrai que l'Iran a contourné les sanctions, les pays. Mais 2014, excusez-moi, c'est le premier train de sanctions. Ça commence très fort. On gèle toutes les relations avec la Russie. Merkel et Hollande vont négocier avec Poutine jusque dans sa chambre la nuit au Kremlin. Enfin, je veux dire, ça a été une vraie crise internationale. Donc c'est un peu injuste de dire que genre on n'a rien vu, on a laissé l'ours progresser. Ça n'est pas vrai. Il y a eu des sanctions. Ça c'est le premier point. Après, moi j'entends tout ce que vous dites. C'est pas la première fois que le président Zelensky demande à rencontrer Vladimir Poutine. Il l'a déjà fait au début de la crise. Là, je pense que si on regarde à froid, Vladimir Poutine, je rejoins peut-être Anne, je ne sais pas si c'est sa théorie, mais il a besoin d'une victoire. La réalité, c'est qu'il ne peut pas rentrer à Moscou sans une victoire. Point. Donc, c'est le Donbass. Peut-être même pour le 9 mai, qui est le jour de la victoire. Voilà. Alors peut-être qu'il ne faut pas, j'en parlais avec des amis ambassadeurs qui connaissent très bien, disent peut-être qu'il ne faut pas non plus monter trop en épingle cette date du 9 mai. Poutine, en tout cas, quoi qu'il advienne, a besoin d'une victoire. C'est intéressant de voir comment il parlait à son chef d'état-major
avant-hier, puisque les réunions sont filmées, Oui. quand il dit maintenant on arrête, on perd aucun soldat dans la bataille de Mariupol, puisqu'on sait que le bataillon Azov et une partie de la garde républicaine ukrainienne sont comment dirais-je, retranchés dans cet immense complexe pétrochimique. Ils sont à l'intérieur. Donc Poutine dit non, mais je veux plus qu'il y ait même une mouche qui puisse sortir. Donc en gros, on assiège, on se retrouve, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, général, les vieilles méthodes du Moyen-Âge. C'est-à-dire que non, même Leningrad ou Stalingrad, où on assiège des quartiers. Alors on sait comment ça a terminé magnifiquement avec Leningrad et Stalingrad, enfin par la résistance et le courage des Russes. Mais donc Mariupol, c'est pas tout à fait la même limonade. Donc en fait, il faut, alors la question qu'on peut se poser philosophique et politique derrière, et je vous la pose, est-ce que il est sage de continuer, alors que tout le monde sait qu'on va atterrir sur cette position-là et qu'il faut une victoire à Poutine et que Poutine, à un moment donné, lui aussi se mettra à la table des négociations, est-ce qu'il est sage de continuer à faire croire, les Américains, ça les arrange bien sûr de continuer à jeter de l'huile sur le feu en Europe, qui profite le crime. aux États-Unis. Est-ce que nous, il est sage de faire croire que nous continuons à alimenter des Ukrainiens pour ne pas gagner une guerre qu'ils savent ne pas pouvoir gagner et finalement permettre l'atterrissage? Est-ce qu'il n'est pas plus sage de permettre l'atterrissage général de tout le monde? Général Maril. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, je pense que depuis le début, les Russes veulent négocier, enfin, veulent obtenir quelque chose. C'est permettre aux deux républiques du Donbass d'avoir une assise territoriale, une reconnaissance internationale et une scission de fait de l'Ukraine. Donc, il ne peut pas, après les efforts que l'armée russe a consentis, les pertes subies, vouloir une paix des braves. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait effectivement une victoire. La France... Pardon, allez-y, mon général. Et donc, ils iront jusqu'au bout, à mon avis, jusqu'à ce que, en tout cas, les objectifs tactiques soient obtenus, soient suffisamment conséquents pour qu'ils disent « j'ai obtenu ce que je voulais, maintenant je peux négocier ». La France va livrer des Milan, missiles anti-chars redoutables, que vous connaissez bien, et des canons autoportés de 155 mm César. C'est une montée en gamme dans l'implication de la France dans ce conflit? Les Milan, je crois qu'on les avait déjà... On en avait déjà livré, oui. Depuis un moment. Le Caesar, c'est sûr. Bon, je crois que nous en possédons de l'ordre de 78 canons. Oui. Pièces d'artillerie, donc je pense qu'on doit livrer une ou deux batteries d'artillerie parce que ça doit être, à mon avis, retiré sur nos stocks. Il faut rappeler que l'armée française possède 119 canons. Oui. Donc, de toute façon, on ne peut pas livrer beaucoup d'armements de ce calibre-là à l'Ukraine. Donc, c'est symbolique. Mais comme je disais tout à l'heure, les symboles sont importants. Donc on livre un canon extrêmement performant qui demande de l'instruction, de la formation, qui demande à être ensuite transporté sur les théâtres d'opération. Donc tout ça va prendre du temps. Donc je pense que les premiers canons qui vont tirer en Ukraine ne sont pas prêts c'est pas demain en tout cas que ça va se passer. Oui, a priori ils sont en formation dans un camp français, dans un camp de l'armée française pour apprendre à utiliser les Césars ou les Caesars comme vous dites. J'ai entendu les deux versions. Merci beaucoup, général Jean-Marc Maril, général seconde section, ancien des troupes de marine. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans les vraies voies, même si on aimerait que l'actualité soit plus gaie. Tout de suite, notre grand débat. Unanimité des médias pour Emmanuel Macron. Y a-t-il un problème démocratique? On va en débattre avec Yvan Rioufol, journaliste et essayiste, auteur de Journal d'un paria et d'une tribune sur son blog aujourd'hui, le matraquage médiatique vainqueur de la présidentielle. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.